On va parler maintenant de ce qui se passe côté international. Il y a eu cette guerre, bien sûr, de 12 jours, hein, Iran-Israël. Il y a eu des frappes américaines. Et d'ailleurs, Donald Trump qui a comparé les frappes américaines en Iran au bombardement de 1945. Il a dit on peut penser à Hiroshima. Et pendant ce temps-là, ben, on parle également du sommet de l'OTAN où la plupart des pays membres de l'OTAN et on parle du Canada également. On a entendu le premier ministre Mark Carney le dire, hein, qui promettent maintenant de consacrer 5 de leur PIB pour les défenses militaires et ce, bon, l'horizon d'ici à 2035. 5 c'est énorme là, quand on se dit que on a du mal parfois même à atteindre le 2 Donc, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Est-ce qu'on, finalement, les pays ont annoncé ça pour calmer un petit peu Donald Trump ou Donald Trump a réussi à faire véritablement bouger les lignes en termes de défense, en termes de géopolitique? On va en parler de ces questions brûlantes en compagnie de Gérald Olivier. Il est journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Gérald Olivier, on vous joint depuis Paris. Je pense que là, vous êtes du côté de l'Europe maintenant ces jours-ci. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Bien, déjà, peut-être nous dire, parce que ça a été finalement des journées extrêmement explosives, extrêmement tendues, peut-être nous résumer maintenant la situation Iran, Israël, l'impact aussi de l'action de Donald Trump et des frappes américaines. Est-ce qu'on peut se dire que le cessez-le-feu, c'est fragile ou non, on est sur une, disons, là, sur une période où on a réussi à calmer le jeu? On peut au moins dire ça. Et puis, les jours qui vont venir vont nous confirmer si ce cessez-le-feu peut déboucher sur une paix durable ou bien si ce n'était qu'une accalmie dans un conflit qui dure, lui, depuis plusieurs décennies. Ce qui est très important à rappeler pour moi ici, ce sont deux choses. La première, c'est le fait que lorsque Donald Trump émet certaines menaces, eh bien, il est prêt à les mettre à exécution, qu'il préfère la diplomatie, et c'est ce qu'il souhaitait faire avec l'Iran. Et pour résumer et vous rappeler un petit peu de manière très très schématique et rapide les faits récents, une négociation a été engagée sur le programme nucléaire iranien à partir du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une négociation dans laquelle le président américain avait donné 60 jours aux Iraniens pour parvenir à un accord avec les différents émissaires américains. Ce délai est passé depuis plusieurs semaines déjà, et à l'issue de ce délai, Donald Trump a signifié son mécontentement puisque sa main tendue n'avait pas été, je dirais, acceptée par ses interlocuteurs. Il a donné son feu vert à une intervention préventive israélienne qui a commencé le 13 juin, l'opération Rising Lion en anglais, donc le lion qui se lève, qui se dresse, si vous voulez. Et cette opération a consisté de la part des Israéliens à attaquer les sites nucléaires et l'appareil militaire iranien et ils l'ont considérablement dégradé. Il y a eu des ripostes iraniennes qui, bien entendu, même si les médias ne l'ont pas souligné, ont ciblé des civils, alors que les Israéliens, de leur côté, ciblaient exclusivement des sites militaires, voire des sites scientifiques, et également ciblaient des personnalités de l'état-major iranien et des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire. Et à l'issue de cette, je dirais, première salve d'attaques israéliennes, le président Trump a fait savoir que la porte de la diplomatie était toujours ouverte, mais que si rien ne se produisait, il se donnait quelques jours de réflexion avant de frapper. Le président iranien, la semaine dernière, jeudi, a fait une déclaration indiquant que sous aucun prétexte et dans aucune condition, l'Iran ne renoncerait à son programme nucléaire. Et 48 heures plus tard, les États-Unis frappaient de manière magistrale avec l'utilisation pour la première fois de B-2, une opération aérienne extrêmement complexe qui a impliqué plus de 125 avions et qui a permis de délivrer des bombes extrêmement lourdes, la fameuse MOP, Massive Ordnance Penetrator, qui a pu cibler et attaquer et dégrader les sites iraniens de Fordo, de Natanz et de Isfahan, sachant que le site d'Isfahan, lui, a été touché par des Tomahawks américains
lancée depuis des sous-marins qui patrouillent dans la mer, le golfe Persique. Et cette opération a eu pour effet immédiat de beaucoup calmer les esprits, parce qu'elle a été suivie d'une riposte purement symbolique des Iraniens Oui, qui ont lancé quelques missiles sur une base américaine parlons-en, au parlons-en. Qatar. Mhm. Oui, Allez-y. j'allais dire, je veux qu'on revienne là-dessus parce que justement, là, vous avez parlé, il y a eu quand même des rounds ou enfin des tournées de négociations. Il y a une volonté, à tout le moins au départ, de négocier sur le programme justement de s'entendre en fait avec l'Iran. Ça n'a pas fonctionné. Vous parlez des frappes finalement américaines qui ont eu lieu. On a l'impression qu'il y avait deux aspects. Il y a cette crainte de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire et de l'autre côté, ce qui était évoqué, c'est la possibilité d'un changement de régime en disant le régime des Mollahs est affaibli. Là, on voit que finalement, Donald Trump s'est plutôt concentré sur la première mission. C'était de dire, bon, ben, finalement, on va essayer, on va frapper ce qui pourrait être donc ces installations nucléaires. Et il a décidé d'abandonner, en fait, quelque part, parce que ça avait été évoqué aussi par Donald Trump, de dire, bon, est-ce qu'il y aura un changement de régime? Mais là, finalement, il ne veut pas toucher à ça. Non, il a laissé planer un certain doute pendant un certain temps, mais il n'a jamais été dans ses objectifs d'imposer de l'extérieur par les bombes un changement de régime en Iran. D'ailleurs, il l'a répété après les frappes, si les Iraniens veulent prendre en charge leur propre sort, ils peuvent le faire, mais les États-Unis n'ont ni pour objectif ni pour intention de participer à un quelconque changement de régime à Téhéran. Et la question fondamentale, vous l'avez rappelé, c'est en effet celle du programme militaire nucléaire iranien, l'idée que l'Iran ne peut pas avoir la bombe, parce que si l'Iran avait la bombe, il l'utiliserait à travers leur proxy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire toutes les milices chiites qu'ils soutiennent à travers le Moyen-Orient pour déstabiliser la région, et cela conduirait à une forme d'escalade nucléaire au sein du Moyen-Orient, parce que l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte et d'autres États voudraient inévitablement se doter aussi de l'arme nucléaire. Donc là, la question fondamentale, c'était en fait, et c'est ce qui est très important, de mettre un terme à une négociation et à un conflit qui dure depuis plusieurs décennies, parce que le programme nucléaire iranien, il date du début des années 90. Tous les présidents américains, de Bill Clinton à Obama, en passant par George Bush et même Joe Biden récemment, ont répété qu'il n'était pas question que l'Iran soit autorisé à avoir la bombe. Mais aucun d'entre eux n'a jamais fait quoi que ce soit pour empêcher cet état de fait, sauf Obama, qui lui avait choisi la négociation, et avait choisi la négociation en autorisant en vérité l'Iran à se doter à terme, c'est-à-dire au bout d'une quinzaine d'années d'attente. Je fais référence au fameux accord qui en anglais est connu sous les initiales de JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien qui date de 2015, accord que Donald Trump, dont Donald Trump est sorti en 2017, qu'il a dénoncé comme étant beaucoup trop faible vis-à-vis de l'Iran, et indiquant que la seule issue, c'était que l'Iran renonce à son programme nucléaire, soit de manière volontaire, soit il soit forcé par des frappes militaires, et c'est ce qui s'est passé samedi dernier. Et il semble, dans un premier temps au moins, que l'Iran ait compris le message, parce que justement, après ces frappes symboliques sur le Qatar, qui n'ont fait aucune victime, et d'ailleurs, l'Iran avait même prévenu le Qatar à l'avance que les missiles allaient venir de manière à ce que la base où les cibles puissent être évacuées et qu'il n'y ait pas de victimes civiles. Donc le message iranien de ce côté-là était clair. Il ne s'agissait pas d'une escalade, mais il s'agissait d'une réponse ou d'une riposte qui leur permettait Gérald, de sauver la face. oui. Et derrière, on s'est mis d'accord pour un cessez-le-feu qui, bien entendu, pour l'instant, est extrêmement instable. Oui, extrêmement instable. Et je ne sais pas si on a l'extrait d'ailleurs quand c'était extrêmement chaud et que l'on se disait est-ce que tout va basculer. Ça, c'était les paroles de Donald Trump à ce moment-là quand il avait été interrogé par les médias. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? On l'avait senti effectivement très remonté. On avait peur un petit peu effectivement que ça reprenne. Pour l'instant, il y a une accalmie. Je peux pas m'empêcher quand même de vous poser la question. Il y a ce rapport Donald Trump lui qui se vante et dit non, là on a vraiment
anéanti le programme iranien, le programme nucléaire iranien, alors qu'il y a un rapport apparemment qui devait être confidentiel, qui n'est pas vraiment confidentiel, un document classé, donc confidentiel du renseignement américain, qui dit que les frappes américaines ont retardé le programme nucléaire de seulement quelques mois sans le détruire complètement. En quelques secondes, parce qu'on vous réinvitera, mais en quelques secondes, est-ce qu'on doit craindre justement que non, c'est peut-être juste simplement une petite accalmie? Puis même, il faut rajouter à ça quand même l'inquiétude des Iraniens, la population civile aussi qui est inquiète et qui se dit, ben nous, là-dedans, on est pris en étau. En fait, le bilan militaire n'est pas véritablement connu aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que les bombes américaines ont touché leur cible, qu'elles ont effectué, je dirais, la mission, et les pilotes américains ont effectué la mission qui leur avait été confiée. Maintenant, tant qu'il y a personne sur place qui est capable d'aller constater les dégâts et de voir où en sont les choses, personne ne peut affirmer l'état de dégradation du programme nucléaire iranien. Maintenant, ce qu'a précisé l'envoyé spécial Witkoff, notamment lors d'une interview sur Fox News hier ou hier matin, je pense, il a précisé que le programme nucléaire iranien était composé de pièces comme d'un puzzle qu'il fallait assembler pour pouvoir parvenir à faire la bombe. Certaines de ces pièces, et ça on en est sûr aujourd'hui, ont été détruites. Et à partir de là, leur capacité à produire une bombe, elle est pour l'instant réduite à zéro. Maintenant, est-ce qu'ils pourront reconstruire, dans quelles conditions, tout ça, on ne le sait pas encore. Et il faut le souligner malgré tout, il y a derrière tout cela une petite bataille politique, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez un certain nombre de médias et un certain nombre de politiques qui ne veulent absolument pas reconnaître le moindre mérite à la politique de Donald Trump et qui cherchent un moyen, on va dire, de diminuer la réussite de cette mission. Parce que ce rapport, le rapport auquel vous faites allusion, c'était donc un rapport confidentiel des renseignements de la défense qui a quand même été publié extrêmement rapidement après les frappes. Et je dirais d'une manière presque trop rapide et surtout qui a été fuité. Et toute l'idée, en fait, c'était pas de sortir le rapport, c'était de le fuiter à la presse pour faire en sorte que Donald Trump ne puisse pas profiter, je dirais, avoir une aura supplémentaire du succès de cette mission. Donc, personnellement, tant qu'il n'y aura pas eu une évaluation sur le terrain, qui se fera à terme, peut-être même d'ailleurs par les inspecteurs de la EIA, on le verra. Tant qu'il n'y aura pas eu cette évaluation sur le terrain, on ne pourra pas dire clairement le bilan. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'Iran est très affaibli. Son programme nucléaire, il est réduit à néant ou considérablement retardé. Sa situation militaire est très difficile, sa situation économique est désastreuse et il y a en effet peut-être la possibilité de voir le régime évoluer sur place, ce qui n'est pas dans les objectifs américains, ce qui était peut-être indirectement dans les objectifs israéliens, mais qui ne font pas partie de la politique de Donald Trump. Donald Trump veut être à la fois un deal maker, comme on dit en anglais, et un peacemaker, excusez-moi d'utiliser ben oui, il y en a qui aimeraient bien, enfin, je sais pas s'il aimerait bien. Je sais pas s'il aimerait bien, mais des fois, en tout cas, peut-être qu'il aimerait ça, lui, avoir un prix Nobel de la paix, mais on n'en est pas là, vous imaginez. Gérald Olivier, on vous réinvitera parce qu'effectivement, il y a long à dire là-dessus. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, à une prochaine fois.